Bon, et bonjour à tous, désolé d'être un petit peu dans un coin. Vous me direz moi, c'est pour ne pas gêner le PowerPoint qui s'affiche. Donc vous voyez s'afficher mon nom et mon appartenance. Donc je fais partie, enfin je suis responsable en fait de l'équipe langue des signes et gestualité du labo qui s'appelle UMR Structure formelle du langage, qui est effectivement situé à Paris 8, donc à Saint-Denis. Voilà, je vous assure que les locaux sont moins agréables que les vôtres, mais enfin c'est quand même une université très, très vivante et très riche, et qui a l'avantage, je le dis au passage d'ailleurs, d'être la seule en France, je dirais, bon pas la seule, on est 7 ou 8, mais disons la plus grosse université à proposer une offre de formation en lien avec la langue des signes tout à fait considérable, qui va de la licence au doctorat, donc je vous le dis au passage pour faire une petite page de publicité. Et nous sommes toute une équipe, c'est-à-dire je ne suis pas toute seule, et vous m'entendrez assez souvent d'ailleurs passer au nous, première personne du pluriel. Ce n'est pas pour m'effacer moi-même, c'est parce que je travaille dans une équipe et dans un cadre théorique dont vous allez voir, je pense qu'il est singulier. Voilà. Donc si je switch vers le nous, c'est pour cette raison. Et je vais vous parler de langues qui sont des langues humaines et qui sont des langues visio-gestuelles que nous appelons les langues des signes, sign language en anglais, d'où d'ailleurs le nom langue des signes un petit peu bizarre en français, et qui, je pense, ne vous sont pas très familières comme type de langue. En tout cas, je suis partie du principe que vous ne connaissiez pas vraiment et que vous n'étiez pas signeur, puisqu'on dit non pas locuteur mais signeur. C'est le cas, je pense. Vous n'êtes pas spécialement connaisseur de ce type de langue. On est d'accord. Voilà, donc c'est pour m'ajuster. Mais ce sont des langues qui sont pratiquées principalement, mais pas uniquement, par des personnes qui n'entendent pas. Et j'insiste parce que quand on pense aux sourds, on oublie souvent qu'ils n'entendent pas, ces gens-là. Donc je le dis et j'aurai l'occasion de le redire. Et c'est évidemment très important pour la question qui nous intéresse, qui est celle de l'iconicité dans ces langues. Alors, j'ai opté pour une présentation qui va essayer justement de vous montrer la langue un petit peu, de vous faire pénétrer un petit peu dans cet univers. Et je pense que c'est aussi la meilleure façon de vous donner à voir, si je puis dire, la portée explicative du modèle descriptif que nous proposons. Donc je vais essayer d'entrer beaucoup par ça, même si je vais être un petit peu théorique au démarrage. Et je garde pour la fin l'assise théorique de tout ce que je vous aurai raconté. Ça vous va comme programme? Donc voilà, en gros, ce que je vais faire, je vais d'abord vous donner des éléments introductifs sur ces langues et sur la manière dont elles ont été abordées par la linguistique. Je vous présenterai ensuite, de la manière la plus simple possible, notre approche, que nous appelons approche sémiologique. Je pense que vous savez tous ce que c'est que la sémiologie, et que vous comprendrez le pourquoi de ce nom. Et puis, je vais me centrer sur quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, et beaucoup de mes travaux actuels portent là-dessus, et qui est le fait, enfin, je peux pas vous le dire, en fait, vous allez le voir. Je peux pas vous le dire, c'est trop tôt. En tout cas, c'est les phénomènes qui sont caractéristiques du fonctionnement discursif en langue des signes. Voilà, et puis comme dit, je finirai sur la proposition d'assise théorique. Alors, concernant ces langues, je vais peut-être d'abord casser une idée reçue. On nous demande toujours, les gens croient beaucoup, je ne sais pas si c'est votre cas, que la langue des signes est universelle. C'est une question qui revient constamment. Vous savez sans doute qu'il y a des langues des signes dans le monde, qui sont donc des langues visio-gestuelles et qui sont des langues de sourds. Et ce sont des langues qui sont en général recensées comme étant au nombre de 120 à 130. Dans le monde. En réalité, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça, et je voudrais commencer par ça, parce que ces langues ont cette particularité assez inouïe, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, de se présenter, d'être observable sur l'ensemble de la planète à des degrés divers de communautarisation, c'est-à-dire qu'il existe toute une flopée, et je suis volontairement vague puisqu'il est par définition impossible de les recenser exactement, de langues des signes individuelles, c'est-à-dire qui se sont développées dans le courant de l'ontogenèse, c'est-à-dire dans le courant de la vie d'un individu sourd, isolé en milieu entendant. Il y a par ailleurs des langues des signes qui résultent de la rencontre entre personnes sourdes qui ont développé chacun une langue des signes individuelle et qui, se rencontrant, vont mettre au point une langue des signes micro-communautaire. Et puis de loin en loin, on va dire de loin en loin, en fait, il y a en général un événement marquant qui s'introduit, qui est la prise en charge de ces jeunes sourds par un système éducatif quel qu'il soit associatif ou national.
Et c'est ce qui s'est passé pour la langue, ce qui est devenu la langue des signes française à la moitié du XVIIIe siècle, hein, où il y a eu un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'abbé de l'Épée, ça vous dit peut-être quelque chose, enfin bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas entrer dans l'historique détaillé, qui a eu cette initiative extraordinaire de rassembler des sourds de toute la France, et qui a, par ce biais-là, donné naissance à ce qui progressivement est devenu une langue macro-communautaire, est devenue ce qu'on appelle une langue des signes institutionnelle. Mais à l'heure actuelle dans le monde, je ne sais pas si je suis claire, hein, mais à l'heure actuelle dans le monde, coexistent des langues des signes de tout degré, de tout type de niveau de développement. C'est quelque chose d'assez fabuleux, sur quoi je reviendrai un petit peu plus loin dans ma présentation. Retenez quand même cette idée étonnante et tout à fait propre aux sourds, qui est qu'ils sont à même, en mesure donc de créer une langue dans l'empan d'une vie, hein, ce qui n'est quand même pas banal. Et quand je dis une langue, je ne vais pas vous en faire la démonstration ici, vous êtes obligés de me croire, quand je dis une langue, c'est une langue, c'est-à-dire que ça fonctionne absolument comme n'importe quelle langue vocale au monde. Voilà. Alors concernant ces langues maintenant, leurs particularités un petit peu plus précises, je vais commencer par vous dire ces caractéristiques qui sont, on va dire, reconnues par tous les linguistes des langues des signes dans le monde, et qui sont les suivantes. Donc, vous voyez l'image qui s'affiche ici. Ce sont des langues qui ont comme première grande particularité d'être quadridimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles se développent dans les 3 dimensions de l'espace, regardez-moi bouger, et dans celle de la temporalité qui vous est plus familière s'agissant des langues vocales. Alors ne soyez pas surpris, je vais dire langue vocale. En anglais on dit spoken language, ce qui est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, hein, donc il s'agit des langues audiophonatoires. Donc utilisation massive de l'espace et utilisation pertinente sur le plan linguistique de l'espace, et je vais y revenir. Par ailleurs, une autre caractéristique très importante, ces langues ont des articulateurs qui, contrairement aux articulateurs des langues vocales, vous voyez l'appareil phonatoire, qui sont internes, sont externes. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que les articulateurs des langues des signes? C'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que c'est les bras et les mains, mais c'est aussi les mouvements du buste, c'est aussi les mouvements du visage, d'accord? C'est aussi les mimiques faciales, ce qu'on appelle les mimiques faciales, et c'est aussi, et de manière absolument cruciale sur le plan linguistique, le regard. Hein, le regard joue un rôle grammatical extrêmement important. Alors, ça veut dire que lorsque je produis la moindre unité en langue des signes, je vais mettre en branle, si je puis dire, sur le plan linguistique, 8 à 9 paramètres, je vais les détailler. Au niveau manuel, les linguistes sont d'accord pour identifier 4 paramètres linguistiques, qui sont la forme de la main ou des mains. D'accord, ma main peut prendre plusieurs configurations, c'est le timbre consacré. Deuxième paramètre important, l'orientation. Ma main, je peux l'orienter dans tel et tel, d'accord, je ne vais pas détailler. Le mouvement, je vais bouger d'une façon ou d'une autre, avec un certain type de mouvement. Et enfin, l'emplacement. Alors l'emplacement qui peut être dans l'espace devant le signeur, qui peut être sur le corps ou qui peut être à proximité de l'une ou l'autre des parties du corps. Ça, c'est uniquement pour les mains. À ça s'ajoutent les 4 paramètres non manuels que j'ai indiqués, que je ne vais pas réindiquer. Donc, ayez aussi en tête qu'à chaque fois que je produis quelque chose en langue des signes, j'ai ces 4 paramètres qui vont comme clignoter, hein, et chacun est dédié à une fonction linguistique précise. Alors, vous pensez bien que si je le pouvais, je vous détaillerais tout cela, mais je n'aurai pas le temps, c'est sûr. Mais vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, troisième grande caractéristique, et là ça vous saute au visage dès lors que vous approchez les langues des signes, elles sont très très fortement iconiques. Alors, je fais exprès de rester vague pour l'instant, mais c'est bien sûr là-dessus que je vais me focaliser. Enfin, tout cela fait que ces langues, encore une fois langues humaines, hein, parmi les autres, présentent, je crois, un intérêt absolument majeur pour les sciences du langage, à divers titres que je vais essayer de vous faire un petit peu toucher du doigt. Je dirais qu'il y a 2 questions. Bon, la première qui est centrale, qui est une question qui concerne la typologie des langues. Dans quelle mesure le canal utilisé a-t-il une incidence sur la structure des langues, hein? Quand on aborde les langues des signes, on tombe dans une modalité. Alors quand je dirais modalité, je ne sais pas si vous êtes familier du terme. Oui, je pense que oui. J'entends la substance, le canal, hein. Donc là, on est dans une modalité qui n'est pas la modalité des langues vocales, par définition, hein, et ça interroge donc directement, ça donne un contrepoint qui interroge directement cette incidence ou non. Et de fait, deuxième point très très troublant, elles interrogent en termes sur la question de l'invariant. Pourquoi? Alors je vais tout de suite passer au point concret suivant.
qui est le constat empirique qu'on fait très vite quand on s'immerge dans cet univers particulier des langues des signes, qui est que si vous mettez en contact, et ça j'en ai fait X fois l'expérience et je ne suis pas la seule, si vous mettez en relation deux sourds locuteurs de deux langues des signes différentes, d'accord, et y compris des langues des signes sans aucun lien historique. Vous me croyez sur parole là aussi, hein, je vous mets au défi de revenir 1 heure plus tard et vous verrez que ces gens-là sont capables de discuter comme s'ils se connaissaient depuis des années et capables de comparer leurs systèmes éducatifs respectifs. Donc là, il y a quelque chose en termes de compétences exolingues qui est évidemment qui laisse perplexe. Hein, et je laisse cette question en suspens. Comment rendre compte de ces compétences exolingues qui n'ont évidemment, ça j'avais testé en mettant en contact il y a des années un papou non angliciste et un anglophone non papouisant, enfin bref, vous m'avez compris, non papouisant, et je vous assure que ça n'a pas donné grand-chose, hein, rien de comparable en tout cas. En tout cas, je laisse cette question en suspens parce que j'espère vous apporter des éléments de réponse à ça. Bon, alors, je continue dans les éléments introductifs concernant maintenant la linguistique des langues des signes, la manière dont le champ s'est constitué, parce que vous allez voir que ça a des incidences sur la manière dont l'iconicité elle-même a été abordée. Alors la première remarque à faire, c'est que c'est un champ très jeune, puisque la toute première étude linguistique qui est portée sur une langue des signes, en l'occurrence la langue des signes américaine, l'ASL, American Sign Language, date de 1960. Pendant les 10 années qui ont suivi, il ne s'est rien passé quasiment. C'est-à-dire que cette première étude n'a pas été suivie de choses intéressantes, mais de choses visibles plutôt. Mais à partir du début des années 70, ça va partir comme un feu de paille, hein, ça va se répandre très vite aux États-Unis. Donc là, il va y avoir vraiment démarrage de la recherche, mais vous voyez, on est déjà au début des années 70. Pour ce qui concerne les langues des signes européennes et notamment la LSF, il faut encore plus attendre, il faut attendre le courant des années 80. Donc c'était vraiment hier, si je puis dire. Alors, depuis, évidemment, le champ s'est très largement diversifié, et on retrouve dans ce champ, au niveau épistémologique et théorique, les mêmes clivages que ceux qu'on trouve dans l'ensemble des sciences du langage, donc tant mieux, c'est bien, c'est ça. Bon, ceci dit, alors ça n'appartient qu'à moi, je pense que le champ tel qu'il existe à l'heure actuelle, linguistique des langues des signes, a été très très fortement formaté, conditionné par les conditions de démarrage de ces recherches. Donc je vais préciser ce que je veux dire par là. Quand la linguistique des langues des signes émerge dans les années 70-80, ça fait déjà une soixantaine d'années que la linguistique générale existe, a été fondée, hein, si on réfère à Saussure comme le fondateur de la discipline. Ça veut dire que quand les linguistes ont recommencé à s'intéresser aux langues des signes, en réalité, tous les concepts de base de la discipline avaient déjà été posés et établis à partir des seules langues humaines qu'on prenait en considération, les langues vocales. Donc là, il y a eu je pense que vous voyez ce que je veux dire, hein. Le langage a été pensé à partir des seules langues vocales, et il a fallu pour les langues des signes s'immiscer, s'intégrer dans un univers conceptuel qui n'avait pas été pensé pour elles. Donc ça, c'est un premier point extrêmement décisif, me semble-t-il. Et puis, il s'ajoute à cela le fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la linguistique des langues des signes a démarré très fortement aux États-Unis, dans les années 70. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances en linguistique générale, je pense que vous savez que dans les années 70-80 aux États-Unis, il y avait un paradigme théorique dominant qui était le générativisme. Hein. C'est entièrement dans ce champ-là, dans ce paradigme-là, que s'est développée la linguistique des langues des signes, et ce paradigme a exercé son emprise sur le champ jusque, je dirais, à la fin des années 90. Hein. Donc tout ceci, je pense, a largement déterminé la manière dont a été traitée la question de l'iconicité dans les langues des signes. Alors, excusez-moi si je tousse avec une sale toux, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, une méchante bronchite qui fait que je dois avoir une voix un peu sourde, justement. Ça va quand même ? Bon, donc je poursuis. Alors, le premier point de conséquence par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que l'iconicité a évidemment fait l'objet d'un très long déni. Je ne pense pas que le terme soit trop fort. Alors, on peut dire que c'est un déni qui est parallèle, concomitant à celui qu'a subi l'iconicité dans les langues vocales. À ceci près que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, quand on aborde une langue des signes, on ne peut pas ne pas voir l'iconicité. Il faut vraiment y mettre du sien, vraiment. Hein, vous allez le voir, je pense, très très vite.
Alors, il y a, je vais dire en gros deux ensembles de raisons. La première, c'est que donc Stocky, 1960, on est en plein structuralisme. Lui, il avait un enjeu qui était, il n'était pas du tout, c'est quelqu'un qui était très brillant, ce père fondateur de la linguistique des langues des signes. Il était brillant, mais il avait un défi à relever qui était d'apporter la démonstration que l'ASL, l'American Sign Language, était une langue. À l'époque, le critère définitoire pour démontrer cela, c'était quoi? C'était la double articulation. Il fallait avant toute chose démontrer que c'était une langue doublement articulée. En gros, le discours consiste à dire, elles sont iconiques, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on oublie. L'important, c'est qu'elles sont doublement articulées, et je vous le montre, en gros. Hein. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Stocky. Là où les choses se sont radicalisées, c'est évidemment avec la montée du générativisme à partir des années 70-80, où là, l'intérêt pour les langues des signes a très explicitement et très clairement été dit dans les termes suivants. Si nous arrivons à démontrer que l'on retrouve dans les langues des signes les mêmes structures que celles que l'on trouve dans les langues vocales, alors, CQFD, il y a une grammaire universelle. D'accord? Vous me suivez, hein, je pense. Bon, donc ceci a exercé un effet de rouleau compresseur sur l'iconicité, qui évidemment, je pense que vous êtes sensibilisé à cette problématique, qui évidemment était très gênante, hein, très dérangeante. Donc il y a eu deux temps dans la manière dont les Américains, en quelque sorte, se sont débarrassés de la question, mais vraiment explicitement. Hein. La première a consisté à dire, bon, il y a, quand les sourcils, il y a toute une partie où c'est vraiment trop proche du mime. C'est de la pantomime, c'est du mime, ce n'est pas de la langue. Donc il y a tout un pan des produits, je vous le dis très vite, hein, mais en gros c'est ça, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que j'avancerai dans la monstration de la langue. Ces productions-là, ces constructions-là, c'est pas grave, on peut les éliminer, c'est les sourds, ils sont comme ça, c'est pas grave, ce n'est pas la langue. Il nous reste les signes lexicaux, ces signes qui peuvent ressembler, qui se rapprochent le mieux de ce qu'on appelle les signes lexicaux dans les langues vocales. Bon, alors c'est un petit peu embêtant parce que c'est vrai que souvent ils sont iconiques eux aussi, mais bon, c'est pas très grave, on va dire que c'est un péché de jeunesse. Je suis un petit peu ironique, mais je ne schématise qu'à peine. Et il y a effectivement des travaux à cette époque qui vont consister à dire, on va apporter la démonstration que la langue va progressivement s'arbitrariser. Elle va progressivement devenir de moins en moins iconique. Hein. Voilà, bon, je vous la fais très très courte, mais c'est vraiment quelque chose qui a caractérisé à tel point les 30 premières années de recherche linguistique sur les langues des signes, qu'on n'a pas théorisé l'iconicité. C'est-à-dire que l'iconicité, alors qu'elle est si flagrante dans ces langues, a fait l'objet a été véritablement un impensé théorique hein, pendant toute cette période. À quelques exceptions près, dont les travaux sur la LSF dont je vais parler tout à l'heure, hein, qui sont partis dans une toute autre direction. Alors, pour finir sur ce panorama rapide, je dirais que c'est depuis 15 ou 20 ans simplement que les linguistes des langues des signes se réintéressent à l'iconicité. Hein, voilà. Alors, je n'en dis pas plus pour l'instant, je vais le préciser. Alors, ce que je dis en suivant, je le place sous l'autorité de Philippe qui a le droit de me corriger. Ma perception de ce qui se passe actuellement dans la manière dont l'iconicité est abordée dans la littérature concernant les langues vocales et les langues des signes, c'est que, je dirais, côté langue vocale, c'est assez récent aussi, la réémergence, hein, on va dire une trentaine d'années à peu près, hein, les travaux qui s'intéressent à l'iconicité linguistique et qui, en particulier, prennent l'appellation de linguistique analogique. Hein, et là, je renvoie à ton article de 2014 notamment, entre autres, avec un focus qui a été historiquement marqué et qui, je pense, continue à être quand même pas mal marqué sur ce qui est appelé iconicité diagrammatique. Donc c'est peut-être là qu'il peut y avoir discussion. En tout cas, je crois que ça a marqué très fortement les travaux sur l'iconicité dans les langues vocales. Et puis, ce qui me frappe, je ne suis pas experte hein, de cette littérature-là, mais ce qui me frappe quand même, c'est la rareté des mentions qui sont faites par les linguistes des langues vocales qui s'intéressent à l'iconicité, la rareté des mentions qui sont faites des langues des signes. Alors, justement, Philippe Monneret fait exception, je ne dis pas ça pour te flagorner, c'est exact, hein, à travers notamment les travaux que tu as publiés et fait publier dans les cahiers de linguistique analogique. Et il y a par ailleurs un groupe qui, depuis une quinzaine d'années à peu près, s'intéresse à ces problématiques en mettant en contact langue des signes et langue vocale, qui est le groupe qui travaille autour d'Olga Fischer notamment. Hein, voilà.
Alors, en langue des signes, à l'international ces 15 dernières années, ce qui est tout à fait frappant, et là je suis beaucoup plus formelle parce que je maîtrise mieux, c'est que, ok, on revient sur l'iconicité, mais on se focalise énormément sur l'iconicité dans les signes lexicaux, justement. C'est-à-dire toujours au détriment de ces constructions beaucoup plus iconiques, dont je vais vous parler tout à l'heure, et au détriment surtout des problématiques de l'iconicité au niveau structurel et grammatical. Hein. Et d'ailleurs, il y a aussi maintien, comme si l'un et l'autre ne pouvaient pas être poreux l'un à l'autre, justement, une distinction qui est maintenue entre le système de l'iconicité et le système grammatical. Hein. Voilà. Et puis j'ajoute un dernier point qui, que je développerai éventuellement dans la discussion, mais qui est quelque chose qui me paraît extrêmement important, et qui est que les linguistes qui s'intéressent à ces questions ne sont plus forcément des linguistes générativistes. Mais ce qui me frappe, c'est qu'ils sont des linguistes qui sont entrés dans cette perception qui est qu'on appelle la conception du langage comme multimodal, comme réalité multimodale, qui est cette conception qui consiste à dire, pour aborder les langues humaines, quelles qu'elles soient, il faut revenir dans le face-à-face de l'interaction. Et là, on s'aperçoit, notamment concernant les langues vocales, que la langue ne se réduit pas à de la voix, qu'il y a tout ce qui est gestualité coverbale, tout ce que l'on fait pendant qu'on parle. Alors, c'est perturbant dans la mesure où, par ce biais-là, mais je vous répète que je garde éventuellement ça pour la discussion, par ce biais-là, on nivelle de nouveau l'éventuelle différence qu'il pourrait y avoir entre langue des signes et langue vocale, puisque on a d'un côté des langues bimodales, les langues vocales, n'est-ce pas, qui passent par la voix et la gestualité coverbale, et on a de l'autre les langues des signes, qui sont entièrement visio-gestuelles, mais au sein desquelles on va faire de nouveau un partage entre ce qui serait, pour dire les choses rapidement, les signes lexicaux, et puis ce qui jusque-là avait été appelé pantomime, et qu'on va réintégrer comme étant comparable aux illustrateurs de la gestualité coverbale entendante. Voyez ? Donc cette perception du langage comme multimodal va permettre de mettre de nouveau l'accent dans les travaux sur les points communs qu'il y a entre langue vocale et langue des signes. Alors pourquoi j'insiste je passe sur cette diapo, j'y reviendrai éventuellement après. J'insiste là-dessus parce que notre modèle, notre proposition va à l'encontre de pas mal des points que je viens d'énoncer. La première, c'est que, et là je parle en particulier des travaux de Christian Cuxac dans les années 80, puisque c'est lui qui a été le descripteur, mais il n'était pas le seul, il y en avait deux autres qui partageaient la même caractéristique, Paul Jouison pour votre culture générale et Daniel Bouvet, mais il se trouve que ce sont les travaux de Cuxac qui se sont vraiment développés. Il avait dès le départ mis le focus sur les macrostructures, c'est-à-dire que l'approche qu'il a faite de la LSF, la langue des signes française, est une approche qui partait volontairement d'en haut, ce qu'on appelle une approche top-down, de type fonctionnaliste, et qui a cherché d'entrée de jeu à dégager les macrostructures, et qui parallèlement à cela a tout de suite mis le focus sur l'iconicité la plus flagrante, c'est-à-dire sur les constructions les plus iconiques, au détriment, donc vous voyez la démarche inverse, au détriment des unités lexicales qui semblaient, à première vue, assez minoritaires dans le discours. Et de fait, elles le sont, on l'a vérifié par la suite. Donc le parti pris a été directement de s'intéresser aux structures, à la grammaire et à l'iconicité de ces constructions les plus iconiques. Ce qui fait que le travail de Cuxac, que je vais vous présenter ensuite, a consisté, pour une bonne part, à essayer de théoriser l'iconicité. Donc vous voyez que ça s'oppose là aussi à ce que je disais tout à l'heure dans le champ, a consisté à théoriser l'iconicité et à la rendre compatible avec le paradigme des sciences du langage, y compris d'ailleurs le paradigme saussurien des sciences du langage. Je pense qu'il a passé 30 ans de sa carrière de chercheur à montrer que ce n'était pas du tout deux choses incompatibles. En tout cas, pour finir le parallèle avec la littérature, dans ce modèle dont je vais vous parler maintenant, l'iconicité non seulement n'est pas considérée comme distincte de la grammaire, elle est au contraire considérée comme le principe organisateur des structures de la langue. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'il y a véritablement dans la gestion de dans l'importance de l'iconicité, une très forte spécificité des langues des signes par rapport aux langues vocales. Voilà, donc là je vous ai tracé un petit peu l'arrière-plan. Je vais essayer de me discipliner parce que je sais que je suis bavarde. Donc j'en viens à l'approche sémiologique de la LSF. Alors, vous avez là toute une flopée de noms d'auteurs. Vous voyez que Cuxac figure en digne place, mais je répète que nous sommes une équipe, donc j'ai mis quelques travaux qui ne sont pas forcément
ce n'est pas du tout complet, hein. Si vous le souhaitez au passage d'ailleurs, si la chose vous intéresse, je compléterai mes références dans un second temps. Alors cette approche, pour la situer dans les sciences du langage, c'est une approche qui s'ancre sur les grammaires cognitives, d'accord, de type cognitiviste, dans la linguistique de type fonctionnaliste, et qui s'est tout à fait construite dans l'idée qu'on ne peut pas décrire une langue sans prendre en compte l'énonciation. Autrement dit, c'est un modèle, un cognitiviste, fonctionnel, énonciativiste ou énonciatif, comme vous voulez, et point très important, qui est fondé sur une sémiologie du canal, c'est-à-dire que c'est une approche des langues des signes qui considère que l'approche de toute langue, quelle qu'elle soit, langue vocale ou langue des signes, doit d'abord passer par une sémiologie du canal propre à cette langue. Donc ce que je dis là vaut tout autant pour les langues vocales dans l'idéal. Alors, cette approche a permis de mettre en évidence, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, que les langues des signes disposeraient, à la différence des langues vocales, de deux manières de dire, de deux modes de production du sens, qui s'expriment au travers de deux grands ensembles de structures, avec un opérateur, et vous allez le voir dans les exemples que je vais vous montrer, c'est absolument magique, hein, un opérateur central qui est le regard. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vais en fait l'illustrer, je pense que ce sera plus simple pour vous. Si je veux, par exemple, parler ou créer dans mon discours l'entité cheval, je vais commencer par le plus simple. Je peux recourir à la modalité du dire qui vous est la plus familière, hein, le dire classique, on va dire. Je peux recourir à une unité lexicale, c'est-à-dire que j'ai, bon, ce qui sera ceci en l'occurrence, hein, j'ai à disposition, comme dans toute langue, on va dire ça rapidement parce que c'est un petit peu plus complexe. Si on va voir du côté de langue comme l'inouï ou autre, peut-être que je ferai cesser de dire comme dans toute langue, mais enfin bon, on va dire ça. Vous avez à disposition un stock d'unités lexicales qui sont caractérisées par le fait qu'elles ont une valeur conventionnelle, d'accord, un sens global conventionnel, non compositionnel, et qu'elles sont porteuses d'une valeur générique. Quand je fais ceci, je renvoie à la catégorie des chevaux, d'accord. Bon, mais là où c'est original, c'est que je peux mettre en scène cette entité en recourant à l'autre modalité du dire, qui est donc le dire en montrant. Et je vais pour ceci passer par trois ensembles, trois types de structures, trois grandes structures, trois structures principales, je ne sais pas comment les appeler, que nous appelons des structures de transfert. Alors, je vais vous les présenter. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que ce sont bien des structures linguistiques, et je vais l'illustrer en vous donnant un exemple ou deux. Hein, c'est-à-dire que ce sont des structures linguistiques en ce sens qu'elles sont contraintes. Je ne suis pas du tout dans le mime, loin de là. Alors, j'ai trois possibilités. Non, pardon. Et deuxième chose, mais vous allez le voir, deuxième chose, une caractéristique majeure, c'est que quand je suis en transfert, le regard n'est plus sur l'interlocuteur, mon regard est décroché de l'interlocuteur, systématiquement. Hein, donc, dire sans montrer, mon regard accroche celui de l'interlocuteur. Dire en montrant, mon regard est descotché de celui de l'interlocuteur. Alors, j'ai trois grands ensembles de structures. La première me permet, ce qu'on appelle le transfert de taille et de forme, me permet de montrer, de donner à voir une taille ou une forme. Alors ici, dans l'exemple que je vous donne, je vous le refais ici, le locuteur donne à voir la forme de la queue du cheval. D'accord? Il aurait pu donner à voir ses oreilles, par exemple, ce qu'on voudra. Je peux donner à voir une taille, je peux donner à voir une dimension. D'accord? Bon, alors je le fais mal parce que je vous regarde en le faisant, je ne devrais pas vous regarder puisque la particularité c'est que le regard accompagne le déploiement de la forme, hein, et il est coupé de l'interlocuteur. Alors là il n'y a pas d'actant, il n'y a pas de procès, simplement c'est une possibilité que j'ai de montrer une forme ou une taille. Deuxième possibilité du dire en montrant, ce que nous appelons le transfert de situation. Alors le signe en LSF c'est ceci. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est ceci. Le transfert situationnel est une structure qui permet de donner à voir un actant qui est en général figuré par la main dominante, ce qu'on appelle la main dominante. Si je suis gauchère, ce sera la main gauche. Si je suis droitière, ce sera la main droite, qui se déplace, alors j'illustre en même temps, qui se déplace par rapport à un locatif stable qui est figuré par la main dominée. D'accord? Donc par exemple ici, mais ça va dépendre du contexte, je peux avoir un être humain qui s'approche d'une voiture. Hein, d'accord? Dans l'exemple qui est ici, le locuteur figure avec sa main dominée la barrière de l'histoire, hein, il faut avoir le contexte, et il montre le cheval qui saute par-dessus la barrière. Alors pourquoi est-ce que ce signe représente le transfert situationnel? C'est parce que c'est comme une scène que je montre à distance. Hein, le locuteur lui-même n'est pas investi dans la scène, d'accord? Bon, et ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que dans cette structure-là,
le regard accompagne la forme, mais il ne signifie plus le déploiement de la forme. Ce qui est signifié ici, c'est la trajectoire. Donc le mouvement représente la trajectoire de l'actant. Il y a un actant et il y a un procès. OK? Et puis troisième structure, la structure que nous appelons le transfert personnel. Donc le signe, c'est ceci. Où là, il s'agit au contraire, et c'est, je pense, la plus fabuleuse, la plus complexe, la plus spécifique des structures de transfert, il s'agit pour le locuteur de s'effacer comme énonciateur, d'où l'importance du regard coupé avec l'interlocuteur. Il n'est plus l'énonciateur, il incarne l'entité du discours, dont il va par ce moyen-là donner à voir les actions, les pensées, les attitudes, etc. D'accord? Donc ici, dans cet exemple que vous voyez là, la locutrice s'est transférée dans le cheval, elle est devenue le cheval, et elle le donne à voir en train de galoper. Voilà, d'accord? Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que ce sont des structures? Je prends l'exemple que je viens le dernier exemple que j'ai pris. Si je suis un cheval et que je galope, je ne peux pas utiliser une autre configuration que celle-ci. Hein, je ne peux pas faire ça. Bon. Si je me mets à courir, par contre, si le cheval se met à courir, je vais être obligé de passer à cette structure-là. Je ne peux pas garder celle. Je ne peux pas courir comme ça. C'est pas possible. Je dois courir comme ça. D'accord? Un exemple en transfert situationnel. C'est important par rapport à l'idée d'iconicité. Hein. Un exemple de transfert situationnel. Je reprends mon petit bonhomme là qui se déplace. Bon, s'il va un petit peu vite, mais donc il a un petit peu bu ou je ne sais quoi et qu'il heurte la voiture, hein, il va tomber. Il ne peut pas tomber comme ça. Il va tomber comme ça. Je suis obligé de changer de configuration. D'accord? Ce qui veut dire que dans chacune de ces structures, et c'est ça, je pense, le miracle, je ne mâche pas mes mots, de la découverte qu'a faite Christian Cuxac, dans ces structures-là, je peux dire que chacun des composants paramétriques, manuels et non manuels, s'inscrit dans un paradigme de choix possible et un paradigme limité. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Ça va, je vous ai assez convaincu sur le fait qu'il s'agit de structures, hein? Alors, ce sont des structures aussi au sens où ce sont des structures, j'allais dire, au sens où, non, ce sont des structures qui sont des structures de l'iconicité. Je pense qu'on peut dire que c'est une structuration de l'iconicité. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que l'hypothèse que vous verrez qui est derrière, c'est qu'il s'agit d'une iconicité d'image, mais une iconicité d'image, ok, c'est-à-dire des signes iconiques au sens de Peirce, mais le point qui est important, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est que dans ces transferts, l'iconicité est directement le mode de la production du sens. Ce que le locuteur donne à voir, c'est directement les représentations mentales qu'il se fait de la scène qu'il veut donner à voir. D'accord ? Voilà, alors j'ai pas mal insisté là-dessus, mais c'est vraiment pour nous le point crucial du modèle. Alors j'ajoute aussi une information avant d'enchaîner. Cette fameuse pantomime dont je parlais tout à l'heure, voilà ce que décrivent les structures de transfert. On est très éloigné d'une pantomime, on est vraiment dans le domaine du linguistique. Et surtout, ne croyez pas que c'est quelque chose qui soit de l'ordre du décoratif dans le discours. Nous avons depuis le temps fait des quantifications sur les discours et il a été montré que ça peut aller jusqu'à 70% des types d'unités dans un discours en langue des signes. La moyenne étant 50% d'unités qui sont des unités de transfert, c'est-à-dire générées par ces structures. Alors j'en reviens maintenant à l'autre type d'unité, enfin l'autre modalité du dire, dont je vous ai dit qu'elle manipulait des unités lexématiques. Alors vous avez vu l'exemple de cheval, c'est iconique, vous êtes d'accord? Vous diriez ça, que c'est iconique? Oui ou non? Bon, je vous montre d'autres unités lexicales, par exemple celle-ci que je vais montrer tout à l'heure en contexte, qui veut dire réparer. Bon, iconique, je ne sais pas trop, je vous en montre une troisième, celle-ci, exemple. Bon, en fait, vous êtes d'accord, hein, c'est pas franchement très iconique. Alors, en fait, les unités lexicales peuvent être ou ne pas être iconiques. Et c'est, d'une certaine manière, je vais dire dans un premier temps, j'y reviendrai après, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que précisément leur mode de production du sens, leur mode du dire n'est pas l'iconicité, contrairement aux unités de transfert. Hein. Le mode du dire, c'est très directement la convention, ici. Même si l'iconicité est flagrante, même si c'est très flagrant que c'est iconique ceci, c'est parce qu'il y a une convention qui a décidé que ça voulait dire cheval, que c'est une unité lexématique. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui? Dites-moi, hein, parce que je parle, je préfère qu'on ne m'interrompe pas, mais n'hésitez pas, si je vous parle hébreu, au bout d'un moment, ça devient un petit peu fatigant pour vous. Alors, ces unités lexématiques, dans cette manière de dire, elles ne sont pas toutes seules à être manipulées, elles sont manipulées avec deux autres types d'unités, qui sont d'une part les unités de pointage,
Alors, je vous montre, voilà, je peux pointer dans le, voilà. Et puis d'autre part, un type d'unité que je mentionne simplement, qu'on appelle les unités dactylologiques, qui sont de moindre importance, donc je les oublie si vous m'autorisez. Hein, d'accord? Bon, en tout cas, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que les unités lexématiques vont s'associer au regard et aux unités de pointage pour permettre justement l'utilisation pertinente de l'espace dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais tout de suite illustrer, je pense, enfin, expliquer plutôt. Non, illustrer, allez. Vous me regardez, voilà comment je vais faire pour... En gros, ce que je vais vous montrer là, c'est la manière dont on spatialise les unités dans l'espace en langue des signes. Je produis une unité lexématique, celle-ci, que vous voyez faire sur mon front, qui veut dire garçon, pour dire vite. Hein. Je regarde par exemple à droite, un point précis de l'espace, je regarde et je pointe. Et dorénavant, ce point vaut pour l'entité référentielle garçon. J'ai instancié mon entité référentielle dans ce point de l'espace. Aussi longtemps, alors je peux continuer, je peux faire fille, je vais pointer et ce sera ici. Et je vais par exemple faire le garçon informe la fille. Vous voyez le principe, hein? Et aussi longtemps que je ne fais rien, que je ne change pas, à chaque fois que je voudrais réactiver, il me suffira de regarder ou de pointer ou de spatialiser une autre UL sur le point que j'ai activé pour réactiver et maintenir la référence. Ok ? Donc ça, c'est le principe de base, donc c'est ce que je vous explique là dans mon slide. C'est le principe de base de la construction de toutes les entités référentielles dans le discours, qu'il s'agisse de références actentielles, spatiales ou temporelles. Alors, je voulais vous l'illustrer, je vais peut-être faire vite parce que je sens que l'heure va tourner vite, hein, mais je vais quand même prendre le temps de le faire pour que vous voyez un petit peu des images. Hein. Par un exemple, je vais tout vous afficher pour que vous compreniez. Alors, vous aurez une petite vidéo tout à l'heure. J'ai pensé que ce n'était pas simple de vous montrer des vidéos comme vous ne connaissez pas la langue. Donc je vais m'en tenir aux images. Donc pour vous situer les choses, ce locuteur qui s'appelle Yann, que vous allez revoir plusieurs reprises, est en fait enseignant actuellement. Il est même directeur d'une association qui donne des cours de langue des signes à Dijon. Je n'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça. Bon. Il est le directeur de cette association et il est en train de raconter son parcours. C'est-à-dire qu'auparavant, il travaillait dans une entreprise. Hein, et il raconte comment il en est venu à quitter cette entreprise quand il a découvert l'existence de l'association, alors qu'il était lui-même en train de s'interroger sur son identité de sourd, etc. D'accord ? Bon, alors ce qui est très clair dans cet exemple, mais comme dans tous ces discours-là, c'est qu'il va spatialiser au début de son discours. Tout ça se joue sur 15 minutes, voire plus. Hein. Au début de son discours, il spatialise un point à gauche qui va correspondre à son entreprise initiale. Et assez rapidement, il va localiser ici, je vais vous expliquer comment, un autre locus, on appelle ça des locus, un point de l'espace, un locus des loci, si vous entendez dire locus, loci, un locus qu'il va associer à l'association qu'il a découverte. D'accord ? Et tout l'espace va être construit à partir de cela. Alors, que fait-il là dans l'exemple que je vous donne ? Il explique, il fait ceci. Donc ça fait un moment déjà qu'il avait actualisé ce point-là, et il ne refait pas entreprise. Hein. Il jette un œil là, il spatialise un signe ici, qui est le signe décroché, et il fait ça. Ce qui veut dire je décroche de mon entreprise. D'accord ? Bon, et puis il poursuit son discours, hein, et puis il jette un regard à droite, mais c'est extrêmement rapide, il jette un regard à droite, c'est la deuxième image, et il produit ce signe-là, qui veut dire apercevoir. Donc, dans l'ordre, il fait un regard, donc il n'y a même pas de pointage, il fait ce signe-là, apercevoir, et là, il enchaîne toute une série d'UL, alors je vais le faire de mémoire, attendez, je retrouve, voilà, il dit cours, LSF, lieu, Dijon, il y a association. Il fait ça à toute allure, et ça veut dire que ce point représente l'association à Dijon, où on donne des cours de langue des signes. D'accord ? Bien, donc vous voyez comment les choses se sont passées. Et puis il continue son discours sans réactiver quoi que ce soit. Et il explique qu'il est en train de réfléchir, est-ce qu'il va y aller, pas y aller, etc. Et puis il recommence, petit regard à droite, et il fait ceci, je regarde. Dans le contexte, ça veut dire je regarde de plus près ce qui se passe dans l'association. Et il enchaîne ensuite, je demande, je leur demande. Toujours orienté vers ce locus. Et je continue, ils me convainquent, ce geste-là, d'accord ? Et je continue, il fait ceci, je laisse tomber mon entreprise. Vous voyez l'économie, donc tout ça est d'une grande finesse, et tout ça se joue dans un mouchoir de poche, c'est quelques fractions de seconde, hein, et tout ça est régi, comme vous l'avez vu, par la spatialisation des UL, par le regard, et éventuellement par quelques pointages, mais là ils sont mineurs, d'accord ?
Alors, cet espace-là pour nous, cette gestion-là de l'espace, cette manière de construire les références, pour nous, relève de ce qu'on peut appeler une iconicité de type diagrammatique. Alors, je me réfère facilement, évidemment, à la définition que vous avez déjà dû rencontrer, celle de Fischer, 2000. Je ne vais pas la redéplier, je pense que vous êtes tous familiers dorénavant avec l'iconicité diagrammatique ou non? Oui, Philippe? Il faut le redire quand même? Alors, je vais traduire la citation de Fischer, alors qui s'inspire directement de Peirce, bien sûr. Quand on a une pluralité de signes, l'analogie peut être plus abstraite. Nous avons affaire à une iconicité diagrammatique qui est fondée sur une relation entre les signes qui reflète une relation similaire entre des objets ou des actions. Autrement dit, ici, pour gloser, il y a analogie, on peut dire ça, enfin il y a similarité en tout cas, entre les relations qui sont montrées dans l'espace, qui sont des relations entre des points qui ont été activés par le regard, et les relations actentielles, ça va, qui existent dans la représentation que se fait le locuteur des relations qu'il veut donner à voir entre l'entreprise qu'il a quittée et l'association et lui-même qui entre ou qui sort de l'entreprise, qui regarde ou qui ne regarde pas, d'accord, l'association, et qui abandonne ensuite. Relation actentielle, c'est-à-dire qu'il construit des relations où les entités sont tantôt agents, tantôt patients, tantôt bénéficiaires, d'accord, et les loci construits dans l'espace sont le reflet de ces relations actentielles. Est-ce que ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc pour nous, ceci relève de ce qu'on appelle une iconicité diagrammatique, avec toutefois, quand même, j'attire votre attention là-dessus, et j'aimerais bien qu'on en discute éventuellement après, je dirais une prégnance particulière du diagramme, du fait que la substance qui est utilisée est visio-gestuelle, spatio-temporelle et visio-gestuelle. D'une certaine manière, tout se passe comme si le diagramme était rendu visible par ce jeu des loci. Pardon. Donc, en tout cas, l'espace qui est utilisé pour nous, en tout cas, qui est utilisé dans le dire classique, le dire sans donner à voir, est un espace de type diagrammatique. Et je reviens à mes structures de transfert. L'espace qui est utilisé lorsque je suis en transfert est, lui, de nature imagique. L'idée étant qu'il y a cohabitation et échange entre deux types d'espaces. C'est le même espace, celui qui est devant le silleur, mais qui est tantôt, alors je reprends mon exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui se déplace vers une voiture, le déplacement, l'utilisation de l'espace est continue, la continuité de l'image. Ce que je vous montre est très directement imagique, reflète directement ce que je veux effectivement vous donner à voir. Ça va? Donc espace imagique, espace diagrammatique. Alors, si je récapitule avec un super beau schéma, en fait j'en suis pas très contente, ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'ici, j'ai fait tomber mon micro, c'est grave? Attends. Je ne sais pas trop comment le pincer. Je vais le mettre comme ça sera mieux. Voilà, donc si je récapitule ce que j'ai essayé de vous dire, pour nous, dans cette façon de voir la langue des signes, il y a, et ça c'est central, deux grands modes sémiologiques de production du sens, avec cet opérateur qui est le regard, avec donc d'un côté un dire en montrant, et de l'autre un dire classique. Le dire en montrant structure les manières de montrer par le biais des trois types de structures que je vous ai montrées et débouche sur une utilisation de l'espace de type imagique. Okay ? Du côté du dire classique, les unités manipulées sont les unités lexématiques, les unités de pointage et ces unités que j'ai appelées dactylologiques qu'on peut oublier. Et c'est par ce biais-là que on utilise l'espace de manière diagrammatique pour la construction des références actentielles, spatiales et temporelles. Ok? Alors, ce sur quoi je veux insister pour que vous compreniez la suite, c'est que, c'est ce carré jaune-là, les structures de transfert génèrent en nombre illimité des unités que nous appelons unités de transfert, d'accord? De l'autre côté, on a les unités lexématiques. Dans les deux cas, il y a sens, ce sont des unités de sens. Le point qui est tout à fait troublant quand on analyse un discours en langue des signes, c'est qu'on s'aperçoit très vite que ces unités de transfert, je reprends mon exemple, ne mettent pas plus de temps. C'est-à-dire que sur le plan formel, elles sont de même format, de même empan formel donc, que la moindre des unités lexématiques. Professeur se fait comme ceci, par exemple, maison se fait comme ceci, cheval, vous l'avez vu, etc. Travailler, je ne mets pas plus de temps, c'est le même empan formel, d'accord,
Hein. Et dans tous les cas, c'est ce que j'ai appelé en démarrant une unité minimale de réalisation qui met en branle les mêmes types de paramètres. Les 4 paramètres manuels, les 4 paramètres non manuels. Vous êtes toujours avec moi. D'accord? Et tout ceci se passe à chaque fois dans la simultanéité. Ok? Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, et une multilinéarité paramétrique dans laquelle les paramètres non manuels ont des fonctions qui vont différer selon que je suis dans le dire en montrant ou dans le dire sans montrer. Mais en tout cas, ils sont activés. Hein, d'accord? Alors, ce sur quoi je voudrais maintenant insister, parce que je vous l'ai dit en commençant, c'est ça qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est tous les modes d'enchâssement et d'imbrication entre ces deux types d'espaces dont j'ai parlé et ces deux types d'unités dont j'ai parlé et qui sont de même nature. Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse pour nuancer un tout petit peu ce que je viens de dire, pour vous faire prendre mieux la mesure des choses. Si je reprends mon exemple, encore une fois, hein, bon, je vais prendre le cheval qui saute par-dessus la barrière. Vous voyez qu'en traduction vers le français, je vais dire le cheval saute par-dessus la barrière. C'est-à-dire que je vais utiliser en termes conceptuels quelque chose qui est, et en termes de densité sémantique, quelque chose qui est l'équivalent d'une phrase entière. D'accord? Si je suis en transfert personnel et que je suis le cheval, je vais à minima devoir avoir un syntagme nominal et un syntagme verbal. Le cheval galope, ou le cheval est en train de galoper. Ok? Bon, c'est un petit peu moins vrai pour le transfert de taille et de forme, je vais le laisser pour l'instant de côté. Si je compare ces unités de transfert qui se font donc dans la simultanéité, ce qu'elles portent comme ce qu'elles ont comme densité sémantique, si je compare cela avec mon cheval de tout à l'heure, là, j'ai l'équivalent d'un concept générique. Je ne suis absolument pas dans quoi que ce soit qui soit de l'ordre de la proposition ou de la phrase. Vous y êtes? Et pourtant, ça va tout le monde? Ça bouge. Non, mais c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que quand je fais ça, je ne fais rien d'autre qu'associer ça à un concept qui est le concept de cheval. C'est tout. Je ne fais rien d'autre que ça. De la même façon que quand vous dites en français un cheval ou le cheval, vous référez à une entité catégorielle, une catégorie. C'est l'ensemble ça peut être n'importe quel cheval. Ça va? Générique. Ok? Si en revanche, alors ça me permet de préciser aussi ce point, si je reprends mon exemple de transfert personnel, comme ce que je te dis, c'est ce que je te montre, ce que je te montre, c'est ce cheval précis qui est en train de galoper. Là, je suis dans l'archi spécifique et je suis en termes conceptuels dans quelque chose qui est de l'ordre de la proposition ou de la phrase. Ça va? Vous faites la différence? Et pourtant, tout ceci se joue dans la même entité, la même unité minimale de réalisation, avec ces 8 paramètres. Ça va? Alors, avant d'illustrer ces enchâssements, je voudrais vous préciser que ces unités de transfert dont j'ai parlé dans le discours, je vous ai dit 3 grands types de transfert, mais il y a une complexité structurale accrue en discours dans la mesure où elles peuvent se combiner entre elles. Hein, alors je vais l'illustrer tout de suite en vous donnant cet exemple-ci. Alors c'est un arrêt sur image, c'est une locutrice qui est en train de raconter l'histoire du cheval. Donc c'est le même exemple que tout à l'heure. Bon, l'histoire du cheval, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un storyboard où on voit un cheval. Bon, il y a 3 actants, il y a un cheval, il y a une vache et il y a un oiseau. Et le cheval veut sauter la barrière et il se casse la figure et l'oiseau s'envole pour chercher une petite boîte à pharmacie et c'est finalement la vache qui va panser le cheval. Voilà. Donc, dans cette histoire, ces 3 actants interviennent à des moments différents, mais dans le moment précis que je vous montre là, on atteint un summum de complexité quand même dont je veux que vous preniez conscience. La locutrice s'est transférée dans le cheval, donc son regard, son visage, son corps sont ceux du cheval. D'accord? Son regard est celui du cheval, j'insiste. Sa main gauche, sa main dominée, et dans cette configuration-là, c'est un autre actant, c'est la barrière. Ok? Donc le cheval regarde la barrière. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là où c'est extraordinaire, c'est qu'il ajoute, alors ça, je ne vais pas il faudrait que je vous montre la vidéo, mais une 3e entité qui est portée par la main dominante et qui est l'oiseau. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette séquence en simultané, il faudrait, pour traduire, avoir quelque chose comme l'oiseau regarde le cheval qui s'apprête à sauter par-dessus la barrière. D'accord? Donc vous voyez à quel point le corps peut se morceler. Il y a composition entre 2 transferts, un transfert personnel puisque je suis devenu le cheval, et un transfert situationnel puisque j'ai un locatif stable, hein, d'accord, qui est là et qui vient se combiner dans la structure de transfert personnel. Donc c'est un exemple, on a encore plus complexe. J'ai dit que c'est le summum, on peut avoir plus complexe. Je vous donne un autre exemple uniquement pour le plaisir parce que ça c'est
Bon, j'ai failli vous mettre la vidéo et puis je me suis dit que ça me prendrait trop de temps d'entrer dans le détail. Alors, c'est une histoire tout à fait différente là. Il s'agit d'une recette de cuisine qui est racontée par ce locuteur il faut bien le reconnaître, est un virtuose de la langue des signes et qui est vraiment le roi des transferts personnels. Donc, pour que vous compreniez, là, il raconte la recette de la tarte aux pommes et il se transfère dans une pomme. Donc là, il est transféré dans une pomme, tel que vous le voyez sur son visage. Donc son visage est celui de la pomme, et en fait, il fait ici ceci, qui est le bocal. Donc on est aussi dans une structure de double transfert. Donc il est dans le bocal et il a l'expression de la pomme qui macère dans son bocal. Voilà. Alors on arrive à des choses absolument extraordinaires. Les grands locuteurs sourds sont capables de se transférer en balle de ping-pong. Donc il y a une célébrissime histoire sourde où il est transféré en balle de ping-pong et avec tout le visage, enfin, c'est extraordinaire. Bon, je vous montrerai ça une autre fois, c'est promis. Voilà. Bon, en tout cas, les transferts se combinent entre eux pour arriver à une complexité structurelle importante. Mais ce n'est pas tout. Les unités de transfert peuvent aussi se combiner avec les autres unités, unités lexématiques et unités de pointage. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter davantage, parce que là, on arrive à des mixages, des hybridations, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de types d'iconicité qui deviennent tout à fait intéressants. Et c'est donc mon troisième point. Deux modes du dire et trois types d'iconicité, imbrication, va-et-vient et économie discursive. Alors, je vais de nouveau vous montrer un exemple. Rassurez-moi, vous êtes toujours avec moi. Oui. Alors, un exemple que je dois mettre un petit peu en scène, et puis comme ça, je vous ai dit, je voudrais vous montrer un petit peu la langue. Donc là, il s'agit d'un locuteur qui s'appelle Yann, vous avez déjà vu tout à l'heure. C'est donc celui qui est directeur d'une association qui donne des cours de langue des signes à Lyon. Et Yann est en train d'expliquer son anthroposigne. Alors, ce qu'on appelle anthroposigne, c'est, bon, voici mon anthroposigne. Quand on est membre de la communauté sourde, je vais dire, de la communauté des signeurs, le fait de s'appeler Brigitte n'a pas tellement d'intérêt pour les sourds, ils s'en fichent. Hein. Ils peuvent, bon, puisqu'ils n'entendent pas. Donc, on est tous baptisés, on a tous un signe. Donc, voici le mien, voici celui de Cuxac, voici celui de Marianne Salan. On a tous ce qu'on appelle l'anthroposigne. Et Yann, le locuteur, a cet anthroposigne-là. Donc là, donc vous me regardez, voilà. Donc l'enquêtrice lui demande d'expliquer l'origine de son anthroposigne. Et donc il raconte l'histoire. Et là, il fait quelque chose de très intéressant. Il se transfère en lui-même quand il était plus jeune. Donc il s'efface comme énonciateur, regard coupé de l'interlocuteur. Il est devenu lui-même plus jeune, le même plus jeune. Voilà. Alors, et il va raconter, pour donner le contexte, il va raconter la chose suivante. Il dit, bon, quand j'étais jeune, j'ai rencontré, et il fait ceci, donc le signe de rencontrer, et il le fait sur sa gauche, avec le regard sur le signe. Hein. J'ai rencontré, et il enchaîne ma femme. Donc tout ça est spatialisé à gauche. Donc c'est le locus qui va être attribué à sa femme, d'accord ? Alors il s'ensuit tout un discours pendant lequel il va expliquer qu'ils étaient jeunes, ils n'avaient pas beaucoup d'argent et que donc il fallait qu'ils fassent des économies, ils pouvaient pas. Bon, donc au vu de leur planning, alors il fait planning de sa femme ici, planning le sien ici, donc là iconicité grammatique toujours. Hein. Donc au vu de leur planning, il avait été convenu que c'est lui qui irait la chercher en voiture et donc il fait ceci. C'est moi qui, ça c'est aller chercher, donc voilà, c'est lui qui allait la chercher. Ça c'est pour vous donner le contexte. Dans ce qui suit, il va réactiver à plusieurs reprises de cette façon-là le locus femme. Et ce qui se passe là qui m'intéresse, c'est qu'il se transfère, donc, il raconte qu'il va à l'école où travaille sa femme, sur son lieu de travail, et il y a des enfants partout, et pour raconter la suite de l'histoire, il devient un des enfants. Donc il va se transférer, donc il change de peau, si je puis dire, il n'est plus lui tout jeune, hein, il est lui enfant. Donc il se transfère dans l'un des enfants de l'école, d'accord, et il devient l'enfant. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire ceci. Alors vous me regardez, il va faire ceci, avec le regard sur cette... Bon, alors que se passe-t-il là ? On sait qu'à gauche, il y a la femme. Simplement, il ne fait pas ça, il fait ça. Parce qu'il est devenu l'enfant. Voilà. Donc il fait ça, alors je continue juste pour vous montrer pour le plaisir, puis après je vous explique pourquoi ça m'intéresse. Donc il fait ça, hein, donc il l'appelle, et puis tout en regardant, c'est difficile de vous montrer tout ça, donc tout en regardant toujours le locus, il fait ça, ça. Et ça veut dire, il appelle ma femme, si je traduis, il appelle ma femme, d'accord, et il lui dit, lui là, il se ronge les ongles. Je vous la refais ?
Ah d'accord. Donc je refais en retraduisant. Il dit donc, il est devenu l'enfant, il appelle ma femme, je traduis là, il appelle ma femme, c'est le locuteur, d'accord? Il appelle ma femme et il lui dit, lui là, il se ronge les ongles. Voilà, et c'est l'origine de l'anthropocène. Alors, ce qui est, je trouve intéressant ici, mais c'est extrêmement fréquent, c'est qu'il y a superposition et renforcement des deux espaces, des deux types d'espaces. Il était dans un espace de type diagrammatique, qui était celui qui était installé depuis déjà plusieurs minutes. La femme était positionnée à gauche, mais comme il est devenu l'enfant, il est en transfert, il est dans un espace imagique, et il va surélever simplement le locus à proportion de la taille qui est imagiquement, si je peux dire, la sienne. Voilà, alors ça c'est extrêmement fréquent, et ce qui est toujours tout à fait étonnant pour nous, c'est si le locuteur sourd ne fait pas ça, ça passe pas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là respect d'une grammaire de l'iconicité, je dirais d'une grammaire des iconicités en langue des signes. D'accord, hein, si le locuteur avait fait ça alors qu'il est transféré, on ne comprenait plus. Ça va? Alors, je vous donne un autre exemple qui est un petit peu différent. J'ai pris des exemples divers pour vous faire réfléchir et pour amener des questions ensuite. Alors là, c'est un phénomène à la fois plus simple et en même temps de virtuose aussi. Alors vous retrouvez celui de la recette de la tarte aux pommes de tout à l'heure, le locuteur là hors pair. Alors là, il lui a été demandé de raconter le planning de sa semaine. Hein, qu'est-ce qu'il fait la semaine? Comment ça se passe? Alors il fait le choix, personne ne lui oblige, il fait le choix de procéder de la manière suivante. Il va commencer par installer un espace repère. Et cet espace repère, il le fait comme ceci. Alors, lundi se dit comme ceci en langue des signes, mardi se dit comme ceci, mercredi se dit comme ça, jeudi, vendredi, d'accord? Bon, alors ce qu'il fait d'entrée de jeu, il fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En regardant à chaque fois, il positionne dans l'espace. Et puis, il en ajoute une couche. Le matin se dit comme ceci, et l'après-midi se dit comme ceci. Donc, il va déconnecter de son menton, hein, et il va faire matin et après-midi. Autrement dit, il pose son agenda, enfin son planning, aidez-moi, comment on dit, son calendrier, comment on dit pour une page, son emploi du temps, voilà. Il le pose dans l'espace et il commence à raconter. Donc, il dit, et alors là, il utilise l'espace de manière tout à fait logique, il dit ce qu'il fait le matin, lundi matin, ce qu'il fait le lundi après-midi, ensuite il passe au mardi, d'accord, en spatialisant à chaque fois les signes. Mais arrivé au jeudi, ça c'est magique, il arrive au jeudi, puis il dit j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié un détail. Donc il fait ça, j'ai oublié un détail, je reviens en arrière. Donc je reviens en arrière, alors on se dit mon Dieu, quelle catastrophe, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et en fait, c'est magique parce qu'il fait ça. Il pointe le lundi matin, mais il n'a pas besoin de le préciser. Il pointe ici et là, ça veut dire lundi matin et vendredi après-midi, et il ajoute ceci. Alors, je vais vous expliquer. Il fait ceci. Alors, je traduis d'abord. Ça veut dire, en fait, j'ai oublié de vous dire un truc. Le lundi matin, le vendredi après-midi, j'enseigne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? En fait, le signe pour enseigner en LSF, l'unité lexicale, c'est ceci. Mais comme il a pointé, et par économie de moyens, il va dissocier ses deux mains et il va faire ceci. Alors, c'est en 3 coups de cuillère à peau. Il dit, oh là là, j'ai oublié un détail, je reviens en arrière. Il pointe. C'est plié. Et en faisant cela, il a dit, j'ai oublié de vous dire, le lundi et le vendredi matin, j'enseigne. Voilà, donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a, je pense, de nouveau, collusion positive, enfin renforcement mutuel de deux types d'utilisation de l'espace. Un espace qui est diagrammatique, je pense quand même, dans la mesure où il y a utilisation de points de l'espace, d'une manière qui reflète non pas simplement le calendrier, mais qui reflète les actions, qui sont les actions et les entités discursives qu'il met en scène dans son discours, d'accord? Mais il y a bien en même temps une iconicité imagique, puisqu'il a pris le parti de faire son diagramme sur la base de la reproduction d'une image qui est celle du calendrier. Vous voyez ou pas? Oui? Voilà. Alors, ça, c'est ce que fait le plan de métro parisien. Vous savez que le plan du métro parisien nous est envié par nos voisins européens, enfin, ceux qui restent. Et les Anglais, notamment, ont essayé de reprendre, je crois que c'est mis en place. C'est une image qui est un diagramme ou un diagramme qui est une image. Vous savez comment est fait le métro londonien? Non? Tu le sais, Philippe? Alors c'est horrible, n'allez pas à Londres parce que c'est un pur diagramme, c'est-à-dire que c'est un diagramme, c'est une icône, mais on montre simplement, j'aurais dû vous le mettre, on montre simplement, on part de tel point, on va à tel point en passant par tel et tel et tel et tel point.
Donc on montre bien qu'il y a des relations entre les points, iconicité de diagramme, mais on ne projette pas cela sur la carte elle-même. Alors l'intérêt du métro parisien, qui je vous dis est imité maintenant par tous les Européens pratiquement, depuis très peu de temps, c'est qu'il allie, si je puis dire, les bénéfices de l'image et celui du diagramme. Hein. Non, vous ne voyez pas? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ah, je parle pas assez fort. Ça, c'est ma bronchite, ça. Alors, en tout cas, dans les exemples que je vous ai montrés, il s'agissait d'imbrication ou d'enchâssement ou de collusion entre des types d'espaces imagiques et diagrammatiques. Ce que je voudrais vous montrer maintenant est encore plus fin, et c'est là que je vais vous montrer une vidéo. C'est le fait que quand je suis en discours, je peux constamment basculer d'un mode du dire à l'autre mode du dire. Alors je vais vous le montrer à travers cet exemple-là. Je vous montre d'abord la situation et ensuite je vous montrerai la vidéo. Mais je vais quand même vous raconter le contexte. Donc toujours Yann, toujours le même de Dijon, raconte, cette fois-ci, c'est très très intéressant d'ailleurs sur le plan sociolinguistique, il raconte qu'en tant que directeur de l'association, donc il a placé l'association ici, hein, en tant que directeur de cette association, il a affaire à des entendants auxquels il enseigne la langue des signes. Hein, et c'est une langue des signes qui est une langue des signes, on va dire, académique. Hein, c'est celle qu'on a l'habitude d'enseigner en France. Quand les entendants vont rencontrer la communauté sourde, et là il place la communauté sourde à sa droite, quand ils sortent de l'association et qu'ils vont discuter avec des sourds pour s'entraîner et tout ça, les sourds tombent à bras raccourcis sur l'association en disant mais qu'est-ce que c'est que cette langue des signes qu'on vous enseigne? C'est pas comme ça qu'on cause entre nous, c'est pas ça, c'est pas la même. Bon, de fait il y a une forte hétérogénéité linguistique en France en matière de langue des signes. Donc voilà, donc il explique ça et il dit moi en tant que directeur, c'est là qu'il en est dans son discours, moi en tant que directeur de l'association, je passe mon temps à essayer de faire un pont entre les deux, entre les entendants de l'association et les entendants et les sourds de la communauté. Et il explique, vous allez le voir, que le pont n'est pas solide et que alors donc il fait l'UL pont, c'est l'UL, donc c'est pour ça que j'ai mis la petite flèche, son regard est sur l'interlocuteur, ça veut dire tous les ponts du monde, aussi bien le pont de Brooklyn que ce que vous voudrez, que le pont de la rivière Kwai, enfin ce que vous voulez, c'est tous les ponts du monde, mais son regard se porte sur l'UL, et l'UL bascule en grande iconicité, c'est-à-dire en transfert. Et à ce moment-là, comme il est en transfert, il est en image, en iconicité d'image, il peut montrer le pont qui s'effondre. Pardon, je vais tousser. D'accord? Alors, je vais vous montrer la vidéo, parce qu'il faut bien que vous en voyez un petit peu, et je vais vous réexpliquer tout ça de manière plus détaillée ensuite. Alors, vous regardez attentivement. Je pense que vous n'allez rien comprendre une première fois. Soyez patient. Vous avez vu comme c'est bref. Hein. Alors, dites-moi, vous avez compris ou pas du tout? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit ça, alors on a compris que c'était réparer le pont. Bravo, je l'attendais. Alors, c'est ça, en fait, réparer. Bravo. Non, mais si vous l'avez dit, alors... Oui, mais tout à fait, mais c'est ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez saisi d'autre dans la séquence, là? Vous allez voir. Il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'au début, c'est effectivement, il essaie d'établir le pont tombe, puis après, il essaie de le réparer, puis je crois qu'il retourne. Pas mal, mais il y a encore autre chose, pas mal. Non mais ça a l'air de rien, mais c'est pas mal du tout. Il y a encore autre chose. Oui. Mais je fais exprès parce que c'est aussi une démonstration de l'iconicité flagrante. Alors je vous la remontre. Excusez-moi pour cette... c'est un peu long. Ça va vite aussi. Je vous le fais pas dire. Et encore là, il est plutôt posé. Alors? Bon, on ne va pas jouer aux devinettes. Je vais vous montrer maintenant. Et en fait, il se passe un nombre de choses incroyables en termes structurels. C'est très intéressant. Donc, vous avez vu qu'il y a l'UL pont. Donc, il est regard sur l'interlocuteur. J'insiste. Hein, donc, ce n'est rien d'autre qu'une UL, unité lexicale. À la suite de ça, il fait fort, non. Solide, non. Hein, donc, le pont. Donc, c'est encore des UL. Regarde toujours sur l'interlocuteur. Solide, non. Bon, voilà.
regard sur l'UL, il passe son temps à s'effondrer, et vous avez vu, il le répète, il passe son temps à s'effondrer, c'est donc répétition. Hein. Il enchaîne, alors il maintient avec sa main, ça c'est classique aussi en langue des signes, pour assurer la cohésion du discours, avec sa main dominée, il maintient le pont, il a fait ça, donc il maintient le pont, il se pointe, moi je, c'est l'image qui suit, d'accord, le regard là va revenir sur l'interlocuteur, pardon, voilà, et il fait je répare. Mais alors là, le regard est il est toujours en transfert, hein, donc il fait ce qu'on appelle un double transfert ou un transfert situationnel. Les deux peuvent se discuter là, voilà. Et puis, regardez le regard revient sur l'interlocuteur et il fait ça, réparer. Donc, il rebascule en unité lexématique. Vous le voyez ou pas? Un regard sur l'interlocuteur et c'est pas fini. De nouveau, regard sur la forme, il fait ceci. Donc là, il fait un beau transfert de taille et de forme. Il remontre le pont mais vu de face et que c'est un pont large et tout ça. Hein, d'accord. Et il ajoute encore ceci, transfert situationnel, et c'est un pont sur lequel on peut circuler. D'accord. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Je vais revenir sur la vidéo après pour que vous la voyez. Si vous voulez, si je traduisais ça, en gros, ça serait, je vais le faire très mal, mais cette courte séquence se traduirait par, bon, dans le contexte, bon, moi, je fais le pont, bon, c'est pas un pont qui est très solide, mais enfin, bon, il s'effondre tout le temps. Alors moi, je répare, de manière à ce que les gens puissent circuler dessus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que, et moi c'est ce qui m'intéresse de plus en plus en ce moment, c'est qu'il a, comme vous le voyez, pratiquement toujours la même configuration d'un bout à l'autre de la séquence. Si vous excluez ces deux UL là-haut, c'est constamment la même configuration, celle-ci qui est utilisée. Et c'est constamment la même, mais qui ne remplit pas du tout la même fonction et qui est tantôt iconique, iconicité d'image, tantôt simplement une partie d'un signe lexical, sans aucune portée iconique particulière. Si je regarde ici, vous voyez ce que je veux dire? Si je regarde ici dans... attendez, je ne suis pas très à l'aise là. Si je regarde ici, là, c'est simplement... Là, je suis dans la grande iconicité. C'est-à-dire que je suis dans... Je te montre le pont qui s'effondre. Ce que je te montre, c'est vraiment le plan à deux planches latérales, comme cela, qui s'effondrent. D'accord? Bon, ici, pareil, hein, ici je répare le pont, en grande iconicité, hein, mais ici pas du tout. Dans réparer, ça n'a absolument plus rien à voir avec les planches du pont, c'est une autre UL, c'est une autre unité lexicale. Et alors ce qui est magique, c'est que c'est un hasard heureux qu'il se trouve que réparer se fait comme ceci en langue des signes. Hein. Mais ça, ce genre de choses, de coïncidences heureuses, elles sont tellement fréquentes en langue des signes qu'on en vient à se dire que ce n'est pas tout à fait un hasard. Et que tout se passe comme si la possibilité de passer, d'aller et venir d'une modalité du dire à une autre, hein, parce qu'elle permet l'économie du discours, l'économie maximale, la compacité du sens, si vous voulez, génère en quelque sorte les choix du locuteur. Le locuteur va choisir ici réparer parce que c'est la même configuration. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il aurait pu ne pas l'utiliser, et je pense que si ça n'avait pas été la même configuration, il ne l'aurait pas utilisé, il en aurait fait l'économie. Mais comme c'est la même configuration, il peut l'utiliser d'un bout à l'autre. D'accord? Voilà, alors je continue et j'enchaîne sur cette question que j'avais laissée en suspens tout à l'heure, qui était de dire il y a iconicité d'image, il y a iconicité diagrammatique, et j'avais laissé en suspens la question de signes lexicaux, iconiques ou pas iconiques, mais il se trouve que certains sont iconiques. Qu'est-ce que c'est que cette iconicité-là? Eh bien, vous venez de le voir, ce que c'est que cette iconicité-là. L'hypothèse que nous faisons, c'est que s'il reste dans certaines unités lexicales suffisamment d'iconicité, c'est ce qui va permettre de passer d'une modalité du dire à l'autre. Si pont n'avait pas maintenu suffisamment d'iconicité, il n'aurait pas pu y avoir tout ce que vous venez de voir là. C'est parce qu'il reste suffisamment d'iconicité dans l'unité lexicale, même si ce n'est pas ça qui produit le sens. Vous êtes d'accord que ce n'est pas ça qui produit le sens? Pont est iconique, je répète, professeur ne l'est pas. D'accord? Exemple ne l'est pas. Mais il se trouve qu'un certain nombre d'unités lexicales sont iconiques. Ça ne sert à rien qu'elles soient iconiques en tant qu'unité lexicale, mais dès lors que le regard se porte dessus, elles vont pouvoir basculer en grande iconicité. Donc pour nous, le maintien de cette iconicité est une condition même à ces va-et-vient, à ces possibilités de va-et-vient que je viens d'illustrer. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Alors, il y avait été proposé, Christian Cuxac avait proposé un terme très malheureux pour qualifier cette iconicité-là. Il avait proposé de l'appeler iconicité dégénérée. Je ne sais pas si tu te rappelles, Philippe. Alors, c'est évidemment ennuyeux d'abord parce que c'est pas joli comme mot, ça fait c'est un petit peu connoté. Puis parce qu'on sait que chez Peirce, c'est un sens qui est tout à fait spécifique et qui n'a rien à voir. Donc, ça tombait pas très bien. La proposition qu'on peut faire, c'est de parler d'iconicité dormante.
hein, dans la mesure où c'est une iconicité qui n'est pas directement opérationnelle, sauf lorsqu'il y a bascule dans le mode, par le regard, bascule dans le mode de la grande iconicité. Ça va, vous voyez? Donc il y a cette possibilité qui est propre à la langue, donc si je récapitule, de manipuler ces trois, alors j'avais fait exprès d'éviter les définitions au maximum, ces trois types d'iconicité, l'iconicité d'image, l'iconicité diagrammatique et cette iconicité qu'on va dire dormante, hein, des unités lexématiques. Alors, est-ce que j'ai le temps? Pas vraiment, donc je vais faire vite. Je laisse ça en suspens si vous voulez bien pour la discussion. J'ai jusqu'à 7 heures en tout, c'est ça Philippe? 6h30 pour la présentation. Oui, non, ça c'est sûr. Donc voilà, donc trois grands types d'iconicité, avec cette idée que l'iconicité, j'insiste beaucoup, diagrammatique et l'iconicité dormante ne sont pas les modes de production du sens. On est d'accord? C'est-à-dire que la seule de ces trois iconicités qui soit une iconicité directement active, c'est-à-dire qui soit vraiment le mode de la production du sens, c'est l'iconicité des transferts. Il n'y a que dans les transferts que ce que je te dis, c'est ce que je te montre. Je vais illustrer ça tout de suite, rapidement, en revenant sur l'iconicité diagrammatique, qui peut poser problème. L'iconicité diagrammatique, on a beaucoup de mal à faire comprendre ça à nos étudiants. L'illusion pourrait être de croire, si je reprends mon exemple de garçon, et je le pose là, et fille, et je la mets là, on pourrait avoir tendance à penser que je donne à voir la position du garçon et la position de la fille. En réalité, non, je ne prétends pas du tout, en aucun cas, dire que dans la vraie scène, ou dans la scène imaginée et conceptualisée, le garçon est à droite et la fille à gauche. D'accord? Donc je ne suis pas dans une iconicité qui montre. Hein? Bon, je passe un petit peu vite là-dessus. Quand même, je vous donne encore un exemple, parce que je les aime bien. Ça va les exemples? Ça vous aide à comprendre un petit peu? Hein? Alors, je vous donne un autre exemple que je trouve très intéressant et qui pose des questions. Alors, je vais là aussi mettre en scène la chose. Le locuteur, lui aussi, raconte son parcours. Lui aussi s'est transféré en lui-même lorsqu'il était plus jeune. Il s'appelle Adrien. D'accord? Et il raconte qu'il était au démarrage de son métier d'enseignant, sa pratique du métier d'enseignant. Et bon, vous avez vu tout à l'heure, le signe enseigné se fait comme ceci. Il y a une variante qui est celle-ci. Donc l'un ou l'autre, là il fait ceci, enseigner. Bon. Il est en transfert de lui-même, donc il est regard coupé d'interlocuteur, il n'est plus le locuteur énonciateur initial. Et il va introduire dans cet univers, qui est un univers imagique, d'accord, d'iconicité, de dire en montrant, il va introduire une unité lexicale. Mais comme cette unité lexicale est introduite dans un bain, si je puis dire, d'iconicité imagique, il va pouvoir la déformer de manière iconique. Et il va de fait produire ceci, et ça c'est quelque chose qui est très très fréquent. Il est donc lui-même plus jeune, il enseignait, et il fait ça, ça veut dire j'enseignais n'importe comment, j'enseignais de manière maladroite. Alors là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde au niveau détaillé ce qui se passe, ça j'insiste, hein, c'est ce qu'on appelle le semi-transfert, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, et je m'aperçois dans mes corpus actuellement que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croyait jusqu'ici. Si j'analyse la chose, que se passe-t-il en termes de production du sens? L'idée d'enseigner est quand même portée par la configuration, hein, d'accord, la configuration est bien celle qui porte l'idée, et on va dire éventuellement par l'orientation, parce que c'est pas ça, c'est bien dans cette position-là, d'accord? Bon, mais en revanche, donc ça c'est un sens qui est porté conventionnellement, ça ne s'invente pas. Si je ne vous avais pas dit que c'était enseigné, vous ne le sauriez pas. En revanche, l'idée de maladresse, elle est portée par la mimique faciale et elle est portée par le mouvement et en partie l'orientation et l'emplacement si vous voulez. Autrement dit, c'est au niveau même de l'unité minimale de réalisation que je vais pouvoir jouer sur les deux tableaux de l'iconicité d'image directement active et de la convention. Les deux modes de production du sens sont concomitants au sein de la même unité. J'enchaîne tout de suite sur le constat que nous faisons dans le corpus. Vous voyez ici un autre locuteur dans un tout autre cadre, ils ne se sont pas concertés, qui est lui-même transféré en lui-même plus jeune. C'est un hasard, c'est comme ça. Bon, beaucoup des gens que nous avons rencontrés sont des enseignants qui racontent leur parcours et il se trouve qu'ils utilisent exactement la même forme pour dire à l'époque, je faisais n'importe quoi. Mais alors, il reprend exactement la même chose et là, il est bien en semi-transfert. Hein, il n'est pas dans... Bon. Il y a fort à parier, et je vais vous le montrer par la suite, que ceci est la source de quelque chose qui va devenir, probablement, si ça correspond à un besoin, qui va pouvoir devenir une nouvelle unité lexicale. Si de plus en plus de locuteurs reproduisent
à l'identique cette notion-là, et que progressivement on bascule vers quelque chose de générique et que ça se fasse regard sur l'interlocuteur, il y a de fortes chances pour que ça devienne une nouvelle unité lexicale. Alors j'en veux pour preuve ce qu'on constate dans nos corpus. Là je l'ai pris sur le vif, hein, ce sont des corpus récents. Il y avait jusqu'ici un signe en LSF, qui est d'ailleurs emprunté à l'American Sign Language, mais peu importe, qui est le signe pour communication. Hein, communiquer, communication, se fait comme ceci. Cette locutrice, vous la voyez qui rigole, d'ailleurs, on voit bien on sent que c'est pas un truc complètement intégré par la langue, ça la fait encore rire. Elle produit ceci, pour dire problème de communication. Hein, donc, bon, voilà. Donc il y a de fortes chances pour que la démarche de création ait été la suivante. Il y a cette UL1, je dirais, communiquer. Le locuteur se met en transfert, ce qui lui permet et il introduit cette unité-là, mais comme il est en transfert, il peut la déconventionnaliser, la délexicaliser, la défiger, si vous voulez, d'accord? Donc il va le faire, un autre locuteur dans le même contexte, même immersion, de la même UL dans un même contexte, va faire la même chose, et progressivement ça va devenir, et de fait, j'atteste que c'est devenu complètement une unité lexicale qui s'est diffusée à toute allure. Problème de communication se dit dorénavant depuis 2-3 ans, comme ceci en langue des signes. Alors, oui. Ça se disait comment avant? Ça ne se disait pas, ou ça se disait, mais ça se disait par des périphrases ou par d'autres moyens. Ça se disait en grande iconicité. Mais ça pouvait se dire par exemple comme ceci, en semi-transfert. Mais ça n'était pas figé comme unité lexicale. D'accord? Alors je vous donne un autre exemple de quelque chose qui est une UL tout à fait récente aussi. Alors ça elle est rigolote aussi, elle plaît beaucoup, mais ça y est, elle est figée, c'est acquis. Signer se fait comme ceci en langue des signes. Si un sourd vous dit que vous faites ça, ça veut dire que vous signez absolument n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Alors on peut imaginer aussi que là, il y a eu ce phénomène de déconventionnalisation par immersion dans un contexte du signe, dans un contexte de grande iconicité. Et je vous donne un autre exemple, mais il y en a plein, de quelque chose. Alors, vous voyez que le regard est sur l'interlocuteur, là aussi. Hein, mais dans nos corpus, nous voyons plein d'exemples comme celui-ci. En fait, il s'agit toujours du verbe signer, mais là, le locuteur regarde son signe, hein, donc ce n'est pas encore figé, et il fait quelqu'un qui... Ça veut dire quelqu'un qui apprend à signer, hein, qui est en train de... Donc il fait ça, en semi-transfert. Donc peut-être que ce signe-là va se lexicaliser et devenir une nouvelle unité lexicale. Bon, alors ça c'était l'objet, tu as sûrement oublié Philippe, mais c'était l'objet de ma communication à Grenade il y a 3 ans, où j'avais mis l'accent là-dessus, sur cette dynamique du figement, défigement et refigement en langue des signes, qui est extrêmement fréquente, c'est-à-dire que du fait de ces possibilités de naviguer d'une modalité du dire à l'autre, hein, et inversement d'ailleurs, on a une dynamique du figement, défigement, refigement, qui est propre, je pense, aux langues des signes. On n'a pas l'équivalent de cela en langue vocale, même si on sait que le défigement existe. Si je dis il a une grosse bouche pour quelqu'un qui fait la fine bouche, bon, ok, je défige l'expression faire la fine bouche. Hein. Mais quand je dis ça, ça fait un effet. Ça crée un effet, ça fait sourire à minima. Bon, là pas du tout, c'est quelque chose qui est totalement intégré à la dynamique même de la langue. Hein. Je fige et je défige sans cesse. Tout cela pour dire que les unités lexématiques dans une langue comme la langue des signes sont en fait des unités qui ont une conventionnalité qui me paraît finalement assez labile, assez transitoire. Hein. Et je pense que c'est une des explications au fait d'ailleurs, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, j'en profite pour le faire, au fait qu'il y ait peu d'unités lexématiques dans une langue des signes au regard de ce qu'il en est pour une langue vocale. Ce n'est pas parce que les langues des signes sont pauvres, c'est parce qu'elles disposent au contraire de cette ressource permanente de possibilités de passage d'un type d'unité et d'un type de mode du dire à l'autre. Alors, j'en viens à... Alors, est-ce que j'ai le temps? Je le prends 5-10 minutes, hein. J'en viens à l'assise théorique de tout cela, enfin, je pense que j'en ai déjà donné des éléments. Et pour ce faire, là je m'appuie vraiment sur c'est pour ça que je le cite très directement, Cuxac 96 et 2000, hein, sur la proposition qui a été élaborée par Christian Cuxac, qui revient à dire aujourd'hui que nous parlons de pertinence de la surdité, c'est-à-dire l'idée que si les structures de langue des signes sont ce qu'elles sont, c'est lié directement à la manière même et aux caractéristiques même des conditions de leur émergence. Alors je vais vous expliquer cela un petit peu mieux. Alors, chez Cuxac, ce scénario de la sémiogenèse, ça va quand je dis sémiogenèse? Genèse du sens, si vous voulez, hein, genèse des signes.
ce scénario de la sémiogenèse, il s'est appuyé justement sur deux ensembles de faits. Bon, tout d'abord, enfin, le premier n'est pas un fait, le premier est un ensemble de travaux. J'ai parlé en démarrant des langues des signes individuelles, vous vous rappelez? Ces langues des signes émergentes qui se développent dans l'ontogenèse et qui émergent un petit peu partout dans le monde, hein, encore aujourd'hui. Alors, il se trouve qu'il y a eu des travaux qui ont été faits notamment par un auteur très connu qui s'appelle Suzanne Goldin Meadows, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a travaillé sur les home signs, peut-être que vous connaissez ce terme, les familiolectes, c'est-à-dire les langues des signes propres à des familles de sourds, hein, créées par des enfants, voilà. Et d'autre part, Ivani Fuselier-Souza, j'ai mentionné son signe tout à l'heure, qui fait partie de notre équipe, qui est brésilienne, a fait une étude, a fait sa thèse sur 3 langues des signes émergentes, développées par 3 individus adultes sourds brésiliens, complètement isolés en milieu entendant. Ça va? Une personne de 20 ans, une personne d'une quarantaine d'années et le plus âgé qui avait à l'époque 56 ans, je crois. Et qui n'avaient aucun rapport entre eux, et eux-mêmes, individuellement, n'avaient aucun rapport avec une quelconque langue de signes que ce soit, par ailleurs. Donc c'est vraiment une langue des signes qu'ils ont développée eux-mêmes. Et Ivani Fuselier a mis en évidence que dans ces langues des signes, qu'elle a vraiment dépiotées, hein, qu'elle a étudiées très en détail, on identifie les mêmes 2 grands types de structures que ceux que je viens de vous décrire, les structures de transfert d'une part, et les structures qui servent à dire simplement d'autre part, avec les mêmes jeux, les mêmes 2 modes de production du sens et les mêmes jeux entre les 2 types de modes de production du sens. Autrement dit, ça permet d'appuyer l'idée que dès ces langues des signes développées dans l'ontogenèse, on trouve, alors bien sûr, c'est moins développé et moins sophistiqué que ce qui va se mettre en place au fil du temps et avec la communautarisation. Ok, mais la base, les structures de base sont là. Hein. Donc cette idée est donc que dès ce stade-là, il y aurait des langues, des systèmes complets, linguistiques complets et fonctionnels qui permettent à ces 3 adultes sourds en l'occurrence de communiquer autant qu'ils en ont besoin. Alors à ceci s'ajoute autre chose que je n'ai pas dit, et souvent je commence mes conférences par ça, mais là j'ai fait l'inverse, qui est une grande caractéristique de la surdité. Je ne sais pas si vous le savez, si vous avez des sourds autour de vous, c'est un gène, ce qu'on appelle un gène récessif, c'est-à-dire que ce n'est pas un gène qui se transmet de parent à enfant en ligne directe, il ressurgit sur plusieurs générations plus tard. Hein. Ce qui veut dire que concrètement, et ça c'est vérifié dans le monde entier, et comme c'est génétique, il y a de fortes chances pour que ça remonte à il y a très longtemps, dans 95% des cas, un enfant naît sourd dans un milieu complètement entendant. D'accord ? Alors ça, c'est une donnée génétique qui nous permet d'appuyer l'hypothèse que toutes les langues des signes auraient en fait la même origine, une même origine, qui partirait de cette situation initiale particulière d'un enfant sourd, isolé dans un milieu entendant. Alors, je pars de ça et je vous raconte un petit peu ce scénario et ce que nous proposons, enfin ce que Cuxac a proposé qu'il se passe exactement. Alors cet enfant, il a pour lui d'être, qu'il soit sourd ou entendant, il est un petit être de langage et il a comme, on est loin de postuler une grammaire universelle ou je ne sais quoi, on postule simplement une disposition humaine à vouloir dire, une envie de dire, un besoin de dire et probablement une capacité au symbole bien sûr. Hein. En tout cas, cet enfant-là, il est mu par ce désir de dire. Il veut dire, mais malheureusement, il n'a autour de lui accès à aucun input, il n'a rien qui soit accessible en termes de système linguistique, et pourtant il veut dire. Donc, il est pris dans cette espèce de double pression, et ceci suffit à expliquer qu'il devienne créateur de son dire. Il propose quelque chose. Alors, c'est quelque chose, si c'est ça, c'est quelque chose de tout à fait original, parce qu'en règle générale, c'est l'adulte qui propose un dire que l'enfant va acquérir par immersion. Là, on est entré dans un schéma inverse où c'est l'enfant qui va proposer un dire. D'accord ? Alors, ça c'est important parce que le scénario pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire que si personne ne réagit à son dire, si la personne en face de lui ne réagit pas, ne relaye pas, ça s'arrête. C'est probable que ça se passe souvent. Tout dépend du regard porté sur la surdité et du degré d'acceptation et d'intérêt pour la personne sourde. D'accord ? Si la personne relaye, à ce moment-là, les choses peuvent se mettre en place. Alors, je vais reprendre ici l'expression de Cuxac que j'aime beaucoup, qui est de dire cet enfant comment il fait, puisqu'il n'a rien d'autre que les moyens du bord. Donc il va faire avec ce qu'il a. Il n'a pas accès à la modalité orale, donc il va faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec son corps. Hein. Les moyens du bord, c'est son corps, mais c'est aussi l'expérience perceptive et pratique qu'il a commencé à mettre en route. Il a commencé à expérimenter l'interaction avec le monde
qui probablement a commencé à lui permettre de mettre en place un certain type de représentation cognitive, de précatégorisation cognitive fondée sur cette expérience perceptivo-pratique. D'accord ? L'hypothèse qui est faite, c'est qu'il va à ce moment-là essayer de mettre en geste ces précatégorisations conceptuelles qu'il a élaborées, et il va le faire en utilisant son corps et en faisant presque malgré lui iconique. Pourquoi ? L'hypothèse, c'est que quand on est dans un canal visio-gestuel et qu'on a déjà appris par exemple à expérimenter que le dur, c'est quelque chose qui résiste. Hein. Pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête à aller dire le dur autrement qu'en faisant cogner quelque chose contre une surface, hein. On a expérimenté que le doux, c'est quelque chose qui s'expérimente comme ça par la main. Bon, alors évidemment, en langue des signes française, c'est ça, je ne l'ai pas inventé, et dur, c'est ça. Mais pourquoi imaginer autre chose ? Donc l'hypothèse serait qu'il y a une iconicisation qui se fait en quelque sorte malgré lui. Ok ? Mais cet enfant, il va grandir, il va mûrir, hein, et il va passer par un stade que vous connaissez sans doute. Je ne sais pas si vous avez des cours d'acquisition, je pense un petit peu, non ? Peut-être pas. Bon, il va se mettre en place à un moment donné lors de la maturation cognitive, cette compréhension, vous savez, qui n'est pas innée, qui est que l'autre n'est pas moi et que l'autre pense différemment de moi. Ce qu'on appelle la mise en place de la théorie de l'esprit, qui advient vers 6 ans, hein, 5-6 ans, pour dire les choses. C'est le moment où l'enfant se prend du recul avec lui-même, se décentre et comprend que s'il veut se faire comprendre, il a tout intérêt à faire des efforts. Hein, d'accord ? Parce que l'autre n'a pas tout à fait le même fonctionnement que lui. Et à ce moment-là, l'idée de Cuxac, c'est que c'est à ce moment-là qu'il va, par exemple, prendre conscience du fait que quand c'est ressemblant, quand c'est plus ressemblant, ça fonctionne mieux, l'autre comprend mieux. Et qu'à ce moment-là, il va peut-être commencer à faire semblant de manière délibérée, et chercher à faire encore plus ressemblant. Jusque-là, il a fait ressemblant sans faire exprès, hein, et il y a un moment où il va se dire, tiens, quand c'est ressemblant, ça marche, donc je vais mettre le paquet, et je vais faire encore plus ressemblant. Alors, je m'interromps pour illustrer ce passage, en faisant le parallèle avec les dessins d'enfants. Alors ce n'est pas de moi que ça vient, c'était une suggestion qu'avait faite Cuxac. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de travaux, et je pense que ce serait tout à fait intéressant qu'il y en ait. Et je vais pour ce faire vous montrer le dessin d'une petite personne de mon environnement, qui n'est plus une petite personne, hein, qui est maintenant très grande, qui avait 4 ans à l'époque et qui s'appelait Raphaël, et qui a produit ceci. Donc elle avait 4 ans, elle a produit ceci. Alors qu'est-ce que vous voyez là, dans ce dessin de Raphaël ? Qu'est-ce que vous identifiez ? Alors il a un petit peu pris l'eau, tout ça, mais enfin bon, il est vieux. C'est quoi pour vous ? Ah, mes étudiants trouvent en général, il leur faut un petit peu de temps. Une chauve-souris. Donc vous voyez un oiseau, vous voyez une chauve-souris. Alors vous n'êtes pas loin du compte, en fait, mais c'est pas tout à fait ça. Pardon ? Voilà, alors en fait, elle a été sympa, elle a mis hibou. Alors, c'est intéressant quand même parce que, bon, vous voyez que l'iconicité n'est pas optimale, ça ressemble, hein, mais ça ressemble pas tout à fait. Donc l'hypothèse de ce qui se jouerait dans ce passage du iconique malgré soi, iconique de manière délibérée, ça coïnciderait avec ce moment qui est répertorié par les psychologues, hein, où on passe d'une conceptualisation, on va dire d'un réalisme cognitif, c'est-à-dire que là, ce qui serait passé probablement, c'est que Raphaël a conceptualisé le hibou comme étant un oiseau, d'où les grandes ailes avec le tressaillant des oiseaux, mais un oiseau qui a comme particularité d'avoir des oreilles. Hein. Donc elle donne à voir, elle montre, elle met en place les tressaillants qu'elle a retenus comme étant ce qui catégorise cognitivement pour elle le hibou. C'est un oiseau, certes, mais c'est un oiseau qui a des oreilles. Alors vous avez vu les ailes, mais vous n'avez pas vu les oreilles. Hein. Pourtant, elle les a mises en gros. Voilà. Bon, et je n'ai malheureusement pas le dessin de Raphaël à 6 ans, du hibou par Raphaël à 6 ans, mais il y a fort à parier qu'elle va faire disparaître ses ailes, hein, et qu'elle va faire des ailes des oreilles un petit peu plus petites. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est qu'on passerait d'un réalisme cognitif, où je mets simplement en image des traits que j'ai identifiés comme catégorisant cet animal, à quelque chose que je vais m'attacher à faire plus ressemblant à l'image visuelle du hibou. Alors un autre exemple frappant chez les enfants, c'est quand ils figurent une voiture. Vous savez, ils font un carré et ils font 4 roues. Hein, et après, ils apprennent que pour que ce soit ressemblant visuellement, comme on voit l'ensemble de la carlingue, il faut montrer 2 roues simplement, parce que la voiture de profil, on ne voit que 2 roues. D'accord, hein, ou les animaux qui sont dessinés avec 4 pattes qu'on voit comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, l'hypothèse de ce scénario, c'est qu'il y aurait donc cette prise de conscience de l'enfant qu'il faut qu'il fasse ressemblant
Et donc il va s'attacher à faire plus ressemblant. Et l'idée sous-jacente là, c'est que c'est à ce moment-là qu'il y aurait mise en place progressivement, c'est pas comme ça du jour au lendemain bien sûr, mais en tout cas, si ce n'est au niveau ontogénétique, au moins au niveau de l'évolution de la langue, qu'il y aurait structuration de l'iconicité, c'est-à-dire qu'il y aurait sédimentation de deux grands types de structures. D'un côté, les structures qui donnent à voir, qui résulteraient de cette mise en œuvre délibérée et répétée de l'intention de montrer, et de l'autre, continuant leur petit bonhomme de chemin, les unités génériques, lexicales et le mode du dire classique. Les deux bifurquant à ce moment-là et se retrouvant à tous les niveaux de la communautarisation, comme je vous l'ai dit. Voilà, alors pourquoi cette hypothèse d'une bifurcation dans le cas des langues des signes? Et ça c'est très important. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la conception bimodale actuelle, multimodale des langues aujourd'hui. Vous savez, avec les langues vocales, on parle et on fait des gestes. Hein, et les langues des signes, on fait des gestes, mais on peut analyser en bon. Pour nous, le point très important, c'est pour ça que j'ai dit que les sourds étaient sourds et qu'un sourd n'entend pas. Un sourd n'a pas le choix. Un sourd ne peut utiliser que la modalité visio-gestuelle. Il n'a pas la possibilité d'utiliser en quelque façon que ce soit la modalité audio-phonatoire. Il ne s'entend pas. C'est tout simplement inutilisable, ça n'est pas exploitable. Donc l'hypothèse que fait Cuxac, en tout cas, mais là ça se discute certainement, c'est que c'est parce que les sourds auraient été obligés de tout faire au sein de la même modalité qu'ils seraient parvenus à ce degré de sophistication structurelle et d'exploitation maximale de la sémiologie du montré. Là où les entendants, qui parlent et qui font des gestes en même temps, rien ne les a obligés à pousser chacune des modalités jusqu'au maximum de ce qu'elles pouvaient donner. Et par exemple, quand je suis en train de parler et que j'ai besoin de montrer, eh ben, je ne m'embête pas, je fais des gestes. Hein, par exemple, je vais dire, hier j'ai pêché un poisson en disant le poisson. Oh, comme ça le poisson. Hein, bon, mais je joue sur les deux tableaux. Hein, mais j'ai la possibilité de ne pas le faire. Je peux aussi sophistiquer et dire, hier j'ai pêché un poisson, mais gigantesque, hein, vraiment gigantesque. Et je ne me sers pas de mes bras. D'accord ? Voilà. Je passe là-dessus et c'est ma dernière diapo et ensuite j'ouvre la discussion. C'est pour cela que pour nous, ce sont vraiment des langues de sourds, c'est-à-dire que si vous m'avez suivi, les langues des signes ont les structures qu'elles ont, auraient les structures qu'elles ont, et c'est notamment ces structures du dire en montrant, parce que ce sont des langues de sourds, parce qu'elles ont été créées par des sourds dans ce contexte extrêmement contraignant où ils ont été obligés de passer par une seule modalité qui est la modalité visio-gestuelle et aucune autre. Et c'est en même temps un dispositif qui ouvre des potentiels sémiologiques qui n'ont pas leur équivalent dans les langues vocales, en l'occurrence le potentiel sémiologique du montré qui a été poussé à son extrémité, si je puis dire. Ok, alors à ce titre-là, pour nous, les langues des signes sont, alors ça c'est là que la discussion peut s'ouvrir, par la prégnance majeure de l'iconicité d'image, de véritables fenêtres sur la cognition, c'est-à-dire qu'il nous semble qu'il y a dans l'iconicité des langues des signes un lien, dans ce dire en donnant à voir, qui serait probablement ancré sur l'imagerie mentale, un lien peut-être plus direct que celui qui peut exister dans une langue vocale, quelque iconicité qu'elle présente par ailleurs. Hein. Et je conclus en revenant à ces compétences exolingues des locuteurs sourds dont j'ai parlé en commençant, en vous disant, voilà, on part de ce constat empirique selon lequel il y a une capacité des sourds de communautés linguistiques différentes à communiquer entre eux qui est tout à fait étonnante pour les entendants. L'hypothèse serait que précisément, c'est pas l'hypothèse d'ailleurs parce qu'on le sait, on l'observe, ce sur quoi il s'appuie, ce sont ces structures de transfert, c'est se dire en montrant qui, semble-t-il, serait transversale à toutes les langues des signes du monde. Mais là aussi, il y a des travaux qui sont en train de porter là-dessus. Je ne vais pas épiloguer parce que ça m'entraînerait trop loin, hein, mais nous avons divers travaux qui mettent en évidence le fait que, quelle que soit la langue des signes, on y retrouve des structures de transfert semblables, les langues des signes différents par d'autres aspects et notamment par le lexique. Voilà, là je schématise parce que j'aurai d'autres choses à dire, mais je m'arrête là, je pense que j'ai épuisé mon temps. Et j'espère que je ne vous ai pas saoulé. Voilà.